Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, on est avec l'un des meilleurs spécialistes du droit du travail, Antoine Fouché, président de Quintet Conseil, ancien directeur de cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Bonjour Antoine Fouché. Bonjour. C'est notamment avec vous que ces ordonnances sur le travail ont été élaborées, conçues, et on en fait le bilan 4 ans après. Enfin, c'est pas nous d'ailleurs, c'est le comité d'évaluation piloté par France Stratégie qui le fait. C'est un bilan demi-teinte. Alors franchement, j'ai lu le rapport, je suis pas complètement convaincu. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'aspects positifs dans les ordonnances travail. En tout cas, c'est ce que nous disent les entrepreneurs et les patrons qu'on reçoit. Là, ils disent par exemple le comité que oui, d'accord, c'est bien, le dialogue social, 5000 accords ont été ratifiés. Oui, c'est bien la barémisation des indemnités de licenciement, mais ça prouve pas que ça a eu un effet positif sur l'emploi. Vous êtes d'accord ? Le rapport, il a deux parties. Il a la partie qui permet à tout le monde de s'exprimer, et notamment les organisations syndicales qui ont toujours été contre le barème, par exemple. Et puis, il a une partie chiffrée qui est factuelle. Et cette partie chiffrée et factuelle, notamment page 150, montre, parce qu'il y a un graphique qui est très parlant, page 150, qui montre que dans notre pays, à l'heure où on se parle, il n'y a jamais eu aussi peu de prud'hommes et jamais eu autant d'embauches en CDI. Alors, on peut dire que c'est pas grâce aux ordonnances, mais ce qui est sûr, c'est que si on n'avait pas eu ces chiffres-là, on aurait dit que les ordonnances n'auraient rien changé. Ce qui est vrai, c'est que du coup, quand on s'engage dans une procédure avec un salarié, on sait à peu près où on va, et le salarié aussi, il sait à peu près ce à quoi il a le droit, et donc on s'entend beaucoup plus facilement. Et ce qui est vrai aussi, c'est que du coup, c'est quand même un frein à l'embauche qui saute. Oui, et c'est pour ça qu'on a près de 4 millions d'embauches en CDI. C'est que je pense que la peur de l'embauche... Bien sûr. Rationnel ou irrationnel avant, peu importe. Mais en tout cas, quand on embauche dans ce pays maintenant, on sait que si ça se passe mal, combien de temps ça va durer, la procédure, et combien de temps ça va coûter. Exactement. Et donc, et d'ailleurs, je pense que, comme vous le dites, les chefs d'entreprise ne parlent plus du droit du travail comme un sujet de relance. C'est vrai. Les sujets de la relance, c'est les compétences, c'est la pénurie de compétences, c'est le sujet de réglementation, mais c'est plus le droit du travail. Et ça, je pense que c'est quand même un des signes qui montrent que les ordonnances ont fonctionné. C'est la première campagne présidentielle dans laquelle on va s'engager depuis 3 ou 4 campagnes, dans laquelle le droit du travail n'est plus un sujet. La pénurie de compétences, vous en parlez, et ce décalage entre le système éducatif et le monde du travail. Vous écrivez une tribune à ce sujet, vous dites qu'il y a un double décalage entre le système éducatif et le marché du travail. On rappelle ces chiffres, plus de 20% des jeunes diplômés niveau CAP et Bac sont toujours au chômage 1 an après leur entrée sur le marché du travail. Oui. Et parallèlement, plus d'1 million d'offres d'emploi sont disponibles sur le site de Pôle emploi. Ben oui, on a un double décalage qui est un des tragédies de notre pays qu'on n'arrive pas bien à résoudre. C'est un décalage de contenu et un décalage de niveau. Le décalage de niveau, c'est les chiffres que vous venez de rappeler. En fait, on a le système éducatif forme 4 jeunes sur 5 environ à occuper un emploi intermédiaire ou de cadre. Mais sur le marché du travail, c'est-à-dire dans l'économie française, il y a encore 55% des postes qui sont des postes d'ouvriers et d'employés. Et donc quand on arrive, et qu'il y en a 4 sur 5 qui arrivent, 80% qui arrivent pour être au moins emploi intermédiaire ou de cadre, eh ben, il y a de la place que 1 pour 2. Et donc du coup, ça se termine par soit le déclassement, 20% aujourd'hui des emplois d'ouvriers sont occupés par des bacheliers ou des diplômés du SUP, soit le chômage. Et donc, et le décalage de contenu aussi, ça c'est le décalage de niveau, puis le décalage de contenu rapidement. On sait très bien qu'il y a c'est très concentré sur certains diplômes, notamment dans les services, de formation qui correspondent à plus aucun besoin sur le marché du travail. Alors justement, vous avez une proposition vous mettez les pieds dans le plat, vous dites, on n'a qu'à faire comme pour la formation professionnelle, c'est ce que vous avez fait quand vous étiez au cabinet, on va rendre transparent le taux d'emploi d'une formation. On le fait pour le compte de formation. Vous dites qu'il faut le faire aussi pour après le lycée. Il faut dire aux parents et aux enfants qui s'engagent dans telle ou telle filière qu'ils ont 3 chances sur 4, 2 chances sur 3 d'être au chômage en sortant. Il faut la seule manière de réguler le système, parce qu'on n'y est pas arrivé autrement jusqu'à présent, c'est de dire la vérité aux jeunes et aux familles. Et avant de s'engager dans une formation supérieure avec Parcoursup ou à Felnet, c'est les choix à la fin de la 3e. Qu'on soit obligé de cliquer sur le logiciel. J'ai bien pris connaissance que cette formation-là, elle fait 25, 30, 35% de taux de poursuite d'études ou d'emploi, ou à l'inverse, 50 ou 70% de taux de chômage. Jusqu'à présent, on l'a pas fait. Et pourquoi ? Pour de multiples raisons. C'est difficile de le dire aux familles. C'est difficile à gérer pour l'éducation nationale quand c'est très concentré, parce qu'on se dit, du coup, si on ferme les classes,
classes, il y a un problème de gestion des Et enseignants. de reconversion des profs dans d'autres matières. De reconversion dans d'autres matières ou de déplacement. Vous pouvez avoir aussi des élus locaux. C'est quand même cruel de ne pas le faire pour protéger une profession alors qu'on va mettre au chômage de jeunes. C'est pas pour protéger une profession, mais c'est dans certains endroits, on peut avoir effectivement des résistances syndicales qui sont liées à ça. Mais ça peut être les parents aussi, parce que quand on a sur certaines formations, on sait que même à la fin de la troisième, il y a encore des jeunes qui savent pas correctement lire, écrire, compter. Et donc on se dit, où est-ce qu'on va les mettre ? C'est les sections qui derrière mènent à 80% de chômage, elles restent aussi pour pouvoir permettre à ces jeunes de continuer. Mais c'est un système complètement pervers. Juste pour finir et on très vite, devrait vraiment dire la vérité. Dire la vérité. Et deux, vous dites, pour ceux qui choisissent des filières courtes, on leur donne un crédit pour la suite. Si dans 5 ans ou 10 ans, ils veulent justement se reformer parce qu'ils sont plus à l'aise, parce qu'ils auront appréhendé le marché du travail, on leur offrira cette suite de scolarité un peu à l'américaine. Oui, parce qu'il faut pas. La seule manière de convaincre d'arrêter les études plus tôt, c'est de pouvoir les continuer plus tard. C'est ça. Et pour faire ça, tout le monde veut avoir le diplôme le plus élevé, parce que c'est vrai que le diplôme, c'est un passeport sur le marché du travail. Et donc, il ne faut pas condamner les gens à faire des études courtes, mais il faut leur permettre, quand ils font des études courtes, de pouvoir les reprendre plus tard. Et ça, grâce au compte personnel de formation, on peut doter, par exemple, tous les jeunes qui s'arrêteraient au niveau CAP ou au bac de, par exemple, 10 000 euros sur leur compte personnel pour pouvoir, à 30 ou à 35 ans, reprendre les études. Et du coup, les emplois peu qualifiés ne sont plus des trappes, mais des tremplins rendus attractifs par la dotation. Merci Antoine Fouché pour ces propositions, président de Quintet Conseil.